Ça doit être du chou de Milan. Tu fais tes chips avec ça? Exactement. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est un classique. En France, on appelle ça du chou, tout simplement. Nous, on parle de chou blanc. Oh, du violet. Tu peux en mettre un dans ton salon et grignoter une feuille de temps en temps. C'est plutôt joli comme plante. Regarde ça, ça c'est un chou frisé. Du chou frisé? Bah oui. Je fais les présentations. Chou frisé Pierre, Pierre, chou frisé. Je vais avoir besoin d'aide aujourd'hui. Ça tombe bien car nous sommes aujourd'hui à l'université d'Oldenburg où des chercheurs étudient de près le chou. Cette ville du nord de l'Allemagne est la capitale du chou frisé. Les Allemands en raffolent alors que les Français en mangent assez peu. Mais depuis que les Américains lui ont découvert d'incroyables qualités nutritionnelles, le chou frisé a retrouvé ses lettres de noblesse. Oui, c'est devenu un produit alléchant. Et tendance. Le chou a longtemps souffert d'une mauvaise réputation. Mais maintenant qu'on lui a découvert de très nombreuses vertus, il rencontre un succès grandissant à travers le monde. C'est l'un des légumes les plus en vogue en ce moment. Le chou frisé. Déjà très populaire dans le nord de l'Allemagne, il fait maintenant un tabac aux États-Unis grâce à une habile campagne publicitaire. Mais que se cache-t-il vraiment dans ce légume? Ces trois spécialistes vont nous en révéler tous les secrets. Johannes Ansbach est chef cuisinier à Francfort. Le chou frisé a un énorme potentiel. Il faut juste savoir l'exploiter. Christophe Hahn est botaniste et biologiste. Il cultive plus de 80 variétés de choux frisés dans son potager. Chaque espèce possède une apparence, des composants et une saveur qui lui sont propres. Le professeur Nikolai Kunert est chimiste. Il étudie de près les feuilles du fameux légume. Le chou frisé est bien meilleur pour la santé que ce que nous pensions. Vert, brun, violet, petit, grand, aux feuilles plus ou moins frisées, environ 180 variétés de choux frisés existent dans le monde. Les chercheurs d'Oldenburg et de Brême se sont penchés sur 40 d'entre elles. Leur objectif? Déterminer le potentiel nutritionnel de ce légume. Les scientifiques étudient en particulier leurs substances amères et leurs glucosinolates, des composés soufrés dont certains aident à lutter contre le cancer. Les substances amères servent à protéger les végétaux des insectes voraces. Elles constituent un cocktail toxique, voire mortel, en particulier pour les chenilles. Les humains, en revanche, peuvent en tirer profit. Mais les choux ne libèrent ces substances que lorsqu'on agresse leurs feuilles, par exemple en les coupant. La nature fait vraiment bien les choses. Mais de quoi se compose ce légume au juste? Le chou frisé stocke des glucosinolates dans les cellules de ses feuilles. Lorsque celles-ci sont lésées, par exemple lorsqu'on les coupe, ces molécules se mélangent à une enzyme appelée myrosinase et produisent un autre composé organique. Certains sont très volatiles et dégagent une forte odeur, tandis que d'autres ne s'évaporent pas et ont un goût aussi épicé que la moutarde. Lesquelles de ces substances se cachent dans le chou frisé? C'est ce que cherchent à savoir des scientifiques de Brême. Ils s'intéressent en particulier au sulforaphane, une substance active bénéfique pour la santé. Jusqu'à maintenant, le sulforaphane avait surtout été détecté dans le brocoli, qui est connu pour ses propriétés anti-cancer. Nous avons toutefois découvert que certaines variétés de choux frisés en contiennent une quantité presque 10 fois supérieure. De nombreuses études internationales ont montré que plusieurs substances actives contenues dans le chou, telles que le sulforaphane, préviennent l'apparition de cancer et peuvent ralentir le développement de tumeurs. Les glucosinolates permettent à l'organisme de se débarrasser de substances cancérigènes qui sont excrétées via les urines. Mais pour cela, encore faut-il que ces substances soient hydrosolubles. C'est là qu'interviennent ces composés actifs. Ils permettent au corps d'évacuer des substances nocives plus facilement. Les chercheurs veulent maintenant savoir comment ces glucosinolates agissent précisément sur l'organisme humain.
Autre atout du chou frisé, il renferme un grand nombre de nutriments. Il est riche en vitamines A, C et K, mais aussi en minéraux tels que le calcium, le magnésium et le fer. Il contient également des acides gras oméga 3, ainsi que des substances végétales secondaires telles que les flavonoïdes ou les bêta-carotènes. Mais pour tirer profit de son potentiel nutritionnel, encore faut-il savoir le préparer. Johannes Hanspar, chef cuisinier à Francfort, nous explique comment travailler les feuilles de chou pour préserver au mieux leurs nutriments. Il faut séparer les feuilles de la tige centrale qui est trop dure. Cela permet de conserver les précieux nutriments contenus dans ces feuilles et dans ces vaisseaux. La mangue et la mandarine adoucissent l'amertume du chou frisé. Il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale. L'huile d'olive sert à libérer les vitamines liposolubles du chou frisé. Certaines sont hydrosolubles, d'autres liposolubles. Pour extraire celle du chou frisé, une goutte suffit. Pour une dégustation plus traditionnelle, mieux vaut ne pas faire cuire ou griller le chou trop longtemps afin de préserver ses nutriments. Autre recommandation du chef, ne pas couper mais déchirer les feuilles. Dans le nord de l'Europe, la saison du chou frisé s'étend de fin octobre à début mars. Mais une solution existe pour s'en régaler toute l'année. Le chou frisé surgelé est une bonne alternative, car il est fraîchement récolté, lavé puis surgelé dans la foulée. Quand ce n'est pas la saison, il présente donc autant d'avantages et de bienfaits que le chou frais. Alors n'hésitez plus, mangez du chou. En plus d'être dans l'air du temps, il est aussi bénéfique pour la santé. À nous de nous intéresser de plus près au chou. Christophe, vous êtes expert en la matière. J'imagine que vous en connaissez toutes les variétés. Bien sûr. Vraiment? Oui. Chaque variété a son propre nom. Le potager que vous voyez là est très particulier parce qu'on y trouve toutes les espèces de choux frisés cultivées dans le monde. Aujourd'hui, il fait moins 2 degrés. Est-ce que c'est une température idéale pour cultiver du chou? Absolument, ou du moins ça donne envie d'en manger. On dit que le chou doit avoir subi au moins une gelée avant d'être récolté. Pourquoi? C'est vrai? Oui. C'est ce qu'on disait autrefois, parce qu'il fallait fixer une date pour le début de la récolte. Ce qui est vrai, c'est que plus il fait froid, plus le chou s'adoucit et s'enrichit en sucre. Vers la fin de l'automne ou le début de l'hiver, quand il fait 6 ou 7 degrés, on peut donc commencer à le récolter. Et ce n'est pas une nuit de gel qui va faire la différence. L'Allemagne et le nord de l'Europe sont donc des régions idéales pour cultiver du chou frisé. Oui, mais aussi d'autres variétés telles que le choucal que l'on trouve aux États-Unis. Les Italiens cultivent aussi le chou frisé. Les Français le connaissent mal et pourtant vous en avez aussi une variété. Ah bon? Oui, bien sûr. Cool. On verra si vous le trouvez. Ok, c'est notre mission du jour. Quelle variété devons-nous chercher? Dörte, je vous propose de partir à la recherche des choux frisés italiens et allemands. Quant à vous, Pierre, ramenez-moi donc les variétés françaises et américaines. Ok. Ok. Il est facile à reconnaître, le chou français? Vous verrez bien. Oh bah, il doit sûrement être très élégant, Pierre. Allez, c'est parti pour la chasse aux choux. Allez, je me lance. Ok. Donc, le chou allemand. Il n'est pas dur à trouver. Je suis devant, n'est-ce pas? En plein dans le mille. Génial, donc ça, c'est du chou frisé allemand. Tout ça, oui. Je dois trouver l'italien maintenant. Exactement. J'ignore complètement à quoi il ressemble. Dörte, Oui? Ah! Ça, c'est du chou frisé italien. vous l'auriez deviné? Franchement, non. Ça ressemble plutôt à du chou de Milan tout défraîchi. Fini. Vous avez accompli votre mission. Très bien. Qu'est-ce que vous avez ramassé? Attendez, mais c'est... Ah, chut. On a trouvé le chou frisé français. Ne dites rien. Ah, Thousand Head. Thousand Head, ça sonne américain. Palmier de frise orientale.
Chou frisé rouge de Russie. Là, il y a une variété japonaise. Russie, Sibérie, États-Unis. Ah, j'ai pas choisi le bon. Il est énorme. Mais où est donc le français? Si je peux vous donner un conseil, c'est de l'autre côté du potager. Ah, je suis pas du bon côté. Allez voir là-bas. Le voilà. Waouh, il est énorme. Beau spécimen, non? Pourquoi le chou frisé français est-il aussi grand? C'est la variété qui est comme ça. Et je crois aussi qu'il a apprécié la sécheresse extrême de l'été et qu'il s'est bien développé. Il est armé pour résister aux températures élevées. Exactement. Le chou frisé français n'est qu'une espèce parmi tant d'autres, car les choux constituent une famille de légumes haute en couleurs. Quand on observe tous ces choux aux couleurs et aux formes les plus variées, on a peine à croire qu'ils ont un lien de parenté. Et pourtant, tous ces légumes ont bien le même ancêtre. Le chou commun, une plante d'apparence ordinaire de la famille des crucifères et dont il existe encore plusieurs variantes. C'est de lui que sont issues toutes les espèces de choux cultivées aujourd'hui. La sélection multimillénaire de ce légume par l'homme a donné naissance à d'innombrables variétés. Le chou frisé possède ainsi de plus grandes feuilles. Le chou de Bruxelles développe des petites têtes paumées sur ses pousses latérales. Le chou rave possède une tige renflée en forme de boule à sa base. Le chou-fleur produit une énorme fleur blanche en son cœur. Le chou paumé est doté d'une tige principale raccourcie, formant une pomme aux feuilles rondes et serrées. Le chou frisé a probablement été la première variété de chou cultivée. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs anciens cultivaient déjà un légume très similaire au chou commun. La mythologie raconte qu'il serait né de la sueur de Zeus. Les précurseurs de nos actuels choux ont sûrement été cultivés dès l'Antiquité. À cette époque, le chou paumé n'existe pas encore. Il faut attendre le Moyen-Âge pour voir apparaître des variétés comme le chou rave. Au 8e siècle, une forme primitive du chou rave est évoquée dans le capitulaire de Vilis, une ordonnance édictée par Charlemagne pour réformer l'agriculture. La culture du chou paumé prend de l'ampleur au Moyen-Âge. Au XIIe siècle, la religieuse et femme de lettres Hildegard von Bingen mentionne déjà dans ses écrits le chou blanc et le chou rouge. Aujourd'hui, le chou blanc est la variété la plus cultivée outre-Rhin. C'est lui qui a valu aux soldats allemands le surnom de Kraut, donné par les Américains. Le chou blanc fournit entre autres à l'organisme une grande quantité de vitamine E et de bêta-carotène. Le chou rouge possède d'étroits liens de parenté avec le chou blanc. Ce sont des substances végétales secondaires, telles que les anthocyanes, qui confèrent à ce légume sa fameuse couleur. Au XIXe siècle, le chou de Bruxelles est cultivé pour la première fois dans les environs de la capitale belge. Il est plus riche en vitamine C que les autres variétés de choux et en contient même 2 fois plus qu'un citron. Le chou de Bruxelles renferme aussi beaucoup de fibres et de protéines. Le brocoli est un chou dont la tige et la tête fleurie sont comestibles. Riche en glucosinolates, ces composés organiques typiques des choux, il possède aussi une forte teneur en vitamines, en minéraux et en protéines. Le chou-fleur a été obtenu à partir du brocoli. Sa fleur est beaucoup plus grande et enveloppée étroitement par des feuilles qui la protègent du soleil. C'est aussi l'un des choux les moins caloriques. Tout comme le chou romanesco. Malgré son apparence futuriste, ce légume est cultivé depuis le XVIe siècle. Et contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un croisement entre le brocoli et le chou-fleur, mais d'une variété de chou-fleur. Mais le top du top, c'est le chou frisé, dont les vertus nutritionnelles sont hors du commun. Ces variétés de choux ont toutefois un point commun. Elles sont toutes très bonnes pour la santé. Bourrées de précieux composants, la famille des choux constitue un aliment idéal.
Et qui dit variété d'espèces, dit aussi variété de saveurs. Certains ont un goût relevé ou plus discret, d'autres sont presque sucrés ou légèrement amers. Mais tous dégagent la même odeur caractéristique due à leur fameux composé soufré. Dernière recommandation valable pour tous les choux, moins on les fait cuire, plus ils conservent leurs nutriments. Je trouve ça chou que les choux frisés français et allemands se ressemblent autant. Le professeur Dirk Albar nous a rejoints. Vous dirigez le laboratoire de l'université d'Oldenburg qui étudie le chou frisé. Et je suis très étonné de voir que vous avez planté du chou frisé français. Ce n'est pas si étonnant que ça, car le premier chou frisé tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu en France au XVIe siècle. On peut en voir ici la première représentation. Elle figure dans le livre d'heures d'Anne de Bretagne, qui date de 1504. Le chou frisé s'est ensuite propagé le long de la côte atlantique, puis des côtes de la mer du Nord jusqu'au Danemark. À part ces variétés françaises et allemandes, les autres choux ne se ressemblent pas du tout. Ont-ils aussi un goût différent? Goûtez-les, c'est bio, vous pouvez y aller. Ça, c'est le chou français. C'est sucré? Quand on le mâche un peu plus longtemps, on sent le goût sucré. Et après, le goût du chou se déploie en bouche. Ce n'est pas aussi amer que ce que je pensais. Goûtez donc l'américain. C'est fou comme c'est différent. Il est beaucoup plus coriace et amer. Tu en veux? C'est l'italien. Il n'a pas énormément de goût. Je sens rien du tout. Comment ça se fait? Je crois que le chou italien manque de soleil ici en Allemagne. Non, c'est une de ses caractéristiques. Il n'a pas un goût très prononcé. Ok. On les cuisine aussi différemment. Les Italiens mettent du chou frisé sur leur pizza. Sur leur pizza? Ou dans leur salade. Nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Du chou sur une pizza? Sûrement pas. Allez, on va goûter le chou allemand. Oui. Oh, c'est le meilleur d'entre tous. N'est-ce pas, Pierre? Il est plus amer que le français. Il a plus de caractère, il faut apprendre à l'aimer. Quelle variété de choux trouve-t-on sur les marchés allemands? On peut en trouver au moins 3 ou 4. Leur teneur en glucosinolate varie selon les espèces. Par exemple, le chou frisé Frostara en contient une grande quantité, ce qui n'est pas le cas du Winnetou. Winnetou, l'Indien? Oui, ses feuilles ressemblent aux plumes d'une coiffe. Ah oui, tiens. On peut aussi trouver du chou italien, mais il faut savoir comment le cuisiner. Je vous ai d'ailleurs apporté une spécialité d'Oldenburg. C'est vrai? Ça alors, des pralines au chou frisé. Oui, Je vois du poivre rose. Incroyable, il y a du chou dedans. oui, exactement. Cool. Devinez quelles variétés contiennent ces pralines. C'est très original. On le voit au milieu. C'est délicieux. On sent la pâte d'amande, le poivre rose et un léger goût de chou frisé. Oui, mais pour ça, il faut une variété de choux qui se combine bien avec la pâte d'amande et le chocolat. L'italien? On a été un peu dur avec lui tout à l'heure. Oui, Mais sous forme de praline, c'est délicieux. absolument. Ça serait bien qu'on soit un jour capable d'identifier toutes ces sortes de choux sur un marché. C'est vrai. Grâce à vos recherches. Je l'espère. Il existe une variété de choux que nous connaissons bien en France. Vous voyez de quoi je parle? Bien sûr, la choucroute. Oui, la choucroute. C'est la garniture emblématique de la cuisine allemande et l'un des symboles de la gastronomie alsacienne, la choucroute. Son ingrédient principal, le chou blanc. Mais quels sont les secrets de fabrication de ce plat traditionnel? Chaque année, l'Allemagne produit à elle seule entre 400 000 et 500 000 tonnes de chou blanc. Dans ce champ du nord de la Hesse, la récolte s'étale de la fin de l'été jusqu'au début de l'hiver. Chaque matin, les producteurs procèdent à un contrôle qualité.
Avant la récolte, je contrôle l'aspect extérieur et intérieur des choux. Ils seront ensuite effeuillés par une machine, mais on vérifie d'abord qu'ils ne présentent ni taches noires ni nécrose avant de commencer la récolte. Si le chou blanc ne présente aucun défaut, la récolteuse à choux peut entamer sa course à travers champs. Pour éviter de détruire des rangées entières de choux, il faut veiller à bien avancer en ligne droite. Durant son parcours, la récolteuse sectionne les choux à la racine, puis les achemine sur un tapis roulant. La récolte du chou nécessite aussi l'intervention d'ouvriers qui trient ensuite chaque tête à la main. Selon la taille de son exploitation, un producteur peut ainsi récolter jusqu'à 25 000 choux par jour, soit près d'1 million par an. La production est aussi tributaire de la météo estivale. Le chou supporte mal les fortes chaleurs. Le chou apprécie les conditions météo stables. S'il subit le moindre stress, il développe des maladies et toute la récolte est bonne à acheter. Dans l'idéal, il lui faut une humidité régulière et un peu de soleil. Les choux sont transportés directement du champ à l'usine. Le chou blanc recèle de nombreux bienfaits pour la santé. Riche en fibres et pauvre en graisse, sa valeur énergétique est d'environ 20 kcal pour 100 grammes. Mais c'est surtout sa forte teneur en vitamine C qui fait de lui un véritable allié pour la santé. Dans la plus grande fabrique à choucroute d'Europe, les nouveaux arrivants reçoivent un accueil pour le moins brutal. Des échantillons sont à nouveau prélevés pour contrôler la couleur, la forme, le poids et la qualité de la marchandise. Si les choux ne présentent aucune anomalie, ils sont envoyés en production. Acheminés sur un convoyeur, ils sont d'abord effeuillés. Seules les couches intérieures, qui confèrent à la choucroute sa couleur blanche caractéristique, sont conservées. Les feuilles vertes sont quant à elles dispersées dans les champs en guise d'engrais naturel. Les choux sont ensuite positionnés pour que leurs trognons durs et insipides soient retirés mécaniquement. Nous traitons chaque jour environ 500 tonnes de choux, soit environ 10 millions de têtes par an, et près de 100 000 par jour. Les choux sont hachés en fines lamelles d'1 millimètre d'épaisseur pour favoriser leur fermentation. L'ajout de sel permet aux choux de mieux se conserver et d'enclencher ce processus de fermentation. Le chou émincé est plongé dans de gigantesques cuves que l'on recouvre d'une bâche et d'un matelas rempli d'eau. Ce dispositif exerce une pesée et évite que le chou ne moisisse en restant à l'air libre. C'est aussi à cette étape que la choucroute acquiert son goût acide caractéristique. Les lamelles de choux fermentent dans ces grandes cuves mises sous pression. Le sucre des lactobacilles va alors se transformer en acide lactique. Cela met une semaine environ. Détail important, le chou doit être nettoyé au préalable, mais pas lavé. Si on lavait le chou, on éliminerait les lactobacilles. Pour que le processus se passe sans encombre, il ne faut donc surtout pas le nettoyer à l'eau. La fermentation stabilise également la teneur en vitamine C naturelle du chou. Au bout d'une semaine environ, le degré d'acidité recherché est atteint. La choucroute peut enfin être retirée des cuves. Il ne reste plus qu'à la conditionner et à la pasteuriser en la chauffant légèrement. Cette méthode permet la conservation et l'arrêt de la fermentation. Une étape importante car sinon les conserves pourraient éclater sous la pression des gaz. Les conserves sont ensuite étiquetées puis emballées dans des cartons destinés à la vente. Dans le laboratoire de l'usine, des techniciens effectuent chaque jour des tests analytiques et sensoriels. Ils contrôlent aussi par titrage, c'est-à-dire au moyen d'une réaction chimique, la concentration de vitamine C dans la choucroute. La teneur en sucre, mesurée en degrés Brix, est également analysée. Il ne reste plus qu'à procéder à un dernier test gustatif à l'ancienne. Et la choucroute est prête à être cuisinée.
Allez. Maintiens le cap et le rythme. Mon escargot a une longueur d'avance. Tu crois? Un peu. Une longueur d'antenne. Une longueur d'antenne. En tout cas, on sait maintenant que les escargots raffolent aussi du chou. Vous organisez vraiment des courses d'escargots ici? Exactement, pour avoir leur avis. On vérifie s'ils sont capables de différencier deux variétés de choux et s'ils ont des préférences gustatives. En tout cas, cette émission m'a donné envie d'acheter plus souvent du chou au marché, qu'il soit français ou allemand. Super, moi aussi. Ça va durer, hein. Alors on vous dit à la prochaine. Quel suspense. À la prochaine, restez curieux d'ici là. Allez mon petit chou, go 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 go. Regarde, mon escargot rattrape son retard. Il accélère, oui. Allez escargot, allez escargot.